Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de particulier. En fait, si vous préférez écouter plutôt que voir et écouter, vous pouvez retrouver cette capsule ainsi que toutes nos capsules YouTube sur notre podcast que vous retrouverez juste ici au bas de l'écran dans la fiche description de notre canal. Et vous aurez bien évidemment accès à l'audio plutôt que la vidéo. Donc, quelque chose de particulier que j'aimerais aller chercher tout de suite dans mon étagère à émotions. En fait, il y a quelques années, j'ai eu le plaisir d'écrire le livre « Vendre, ça se passe ici ». Et merci beaucoup aux gens qui nous ont encouragés. J'espère que ça vous a apporté quelques bonnes idées pour améliorer vos ventes et votre performance. Et un autre merci aussi en passant à André Sinclair de Checkbrook Mazda et à Dave Lewis pour l'inspiration de l'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, je vous présente une histoire qui, j'espère, va vous inspirer à vouloir faire les choses autrement et de meilleure façon. Voici donc l'histoire de Marc et de sa conjointe Isabelle. L'histoire commence de façon banale. Marc et Isabelle ont décidé de se procurer un nouveau véhicule. Ils ont donc fait, comme la plupart des gens, ils ont magasiné. Ils s'étaient donné 2 semaines pour acheter une nouvelle automobile et à ce moment-là, ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont regardé toutes sortes de véhicules, des compacts, des sous-compacts, des intermédiaires, des VUS, même des petites camionnettes. Et comme il s'agissait de leur premier achat de véhicule neuf, ils ont pris vraiment le temps de magasiner et de faire toutes leurs recherches sur Internet. Voici donc leur situation au moment de la période du magasinage. Ils ont établi un budget d'environ 650 $ par mois. Ils étaient propriétaires d'une Toyota Corolla en assez bonne condition avec 189 000 km qu'ils voulaient impliquer dans la transaction. Ce véhicule avait rendu chez plusieurs établissements. Le scénario était semblable à toutes les fois. Ils stationnaient leur voiture dans l'espace réservé à cet effet et avant d'entrer, Marc répétait toujours les 4 mêmes choses à Isabelle. « Mon amour, 4 choses à respecter. On n'achète pas un véhicule aujourd'hui, on paie le véhicule comptant, la Toyota Corolla vaut 4 500 $ et ne jamais montrer d'émotion devant le représentant des ventes. » D'après vous, est-ce que cette stratégie est utilisée par un bon nombre de consommateurs? Les 3 premiers éléments étaient évidemment des mensonges. Pour la première, on n'achète pas un véhicule aujourd'hui, ils voulaient simplement trouver la meilleure offre, la meilleure transaction et aussi le meilleur véhicule. Qu'importe si tout cela s'était produit lors de la première visite ou de la 4e. Le deuxième, on paie le véhicule comptant, venait du père d'Isabelle. Il lui avait déjà mentionné qu'ils auraient un meilleur prix s'il disait qu'il payait comptant. Troisièmement, la Toyota Corolla vaut 4 500 $. Ils voulaient obtenir plus que la valeur réelle de leur véhicule. Finalement, le 4e point, ne jamais montrer d'émotion devant le représentant des ventes, parle de lui-même. Savez-vous quoi? Dans tout l'établissement où ils se sont présentés, ils ont eu à raconter leurs mensonges. Parce que chacun des représentants a posé les mêmes questions et ils ont tous fait la même présentation. Marc et Isabelle ont fait leur magasinage en obtenant à quelques détails près la même chose d'un établissement à l'autre. Pourtant, après chacune des visites, Marc répétait à Isabelle « J'aimerais bien aller voir les Lexus ». Et Isabelle répondait à chaque fois « Non, on n'a pas les moyens de se payer une Lexus pour l'instant. On n'ira certainement pas là pour se tenter inutilement. » Marc a déjà avoué que la seule raison pour laquelle il voulait s'acheter une Lexus était une raison d'ego. Il a une carrière prospère et désire montrer aux gens qu'il a du succès. Il pensait qu'il ne pouvait pas se la payer, mais il voulait quand même aller voir. Marc et Isabelle ont donc magasiné un véhicule pendant une dizaine de jours et ont finalement arrêté leur choix sur un modèle intermédiaire qui leur plaisait à tous les deux. Marc a communiqué avec l'établissement pour négocier le prix et s'est finalement entendu avec le représentant des ventes. Le moment de la livraison fut établi le vendredi à 13 h. Les deux prirent congé pour la journée. Marc donna par téléphone ses informations de crédit à la directrice commerciale. Une fois toutes ces étapes complétées, ils furent enfin prêts à prendre possession de leur nouveau véhicule vendredi à 13 h. Rien n'arrivant pour rien, Marc et Isabelle ne savaient pas trop quoi faire pour passer le temps le vendredi en avant-midi. C'est alors qu'ils décidèrent d'aller voir les Lexus. Ils étaient curieux de voir et n'avaient plus rien à craindre étant donné qu'ils prenaient livraison de leur nouveau véhicule intermédiaire dans l'après-midi. Et compte tenu de ce nouvel élément, Isabelle a dit oui à la demande de Marc.
Les deux partirent donc voir les Lexus en se disant qu'ils passeraient au garage, iraient ensuite dîner et seraient à temps pour prendre possession de leur nouveau véhicule à 13 h. Avant d'aller plus loin avec cette histoire, j'aimerais vous décrire à quoi ressemblaient Marc et Isabelle au moment de visiter l'établissement Lexus. Marc a 27 ans avec un visage d'adolescent post-pubère et Isabelle en a 25. Marc est en jeans et puisqu'il est en congé, il n'est pas rasé et porte une casquette. Isabelle est en habit de jogging et elle aussi porte une casquette. Elle semble avoir 19 ans. Avant de se présenter à l'établissement, ils ont répété les mêmes 4 règles qu'auparavant. On n'achète pas un véhicule aujourd'hui, on paie le véhicule comptant, la Toyota Corolla vaut 4 500 $ et ne jamais montrer d'émotion devant le représentant des ventes. Maintenant, imaginez la scène. Vous êtes un représentant des ventes Lexus et vous voyez débarquer chez vous dans une vieille Toyota Corolla ces deux personnages à 9h30 un vendredi matin. Sérieusement, quelles sont les chances qu'ils achètent une Lexus neuve aujourd'hui? Les chances sont minces. Sinon, inexistantes. Et qui plus est, vous ne savez même pas qu'ils vont prendre possession de leur nouveau véhicule à 13 h. Belle perte de temps. Marc et Isabelle arrivent donc à l'établissement, se garent dans le stationnement prévu à cet effet et sortent de leur véhicule. « Un jour, je l'aurai », se dit Marc en lui-même en posant le pied par terre. Quelques secondes plus tard, un représentant sort de l'établissement et vient se présenter pour les accueillir. Ce représentant n'a pas attendu que Marc et Isabelle aillent à l'intérieur. Il est allé au-devant. Vous devez être différent, vous devez être unique. Combien de représentants attendent que les clients entrent dans la salle d'exposition? Trop ont des approches et des phrases communes. Vous devez amorcer le processus et démontrer qu'on devrait, dès les premières secondes, acheter un véhicule de vous. Et là, seulement là, on pourra valider toutes vos belles réponses à la question « Pourquoi devrais-je acheter un véhicule de vous aujourd'hui? » Représentant des ventes début cinquantaine est venu se présenter à eux. Apparence soignée, habit, cravate, il avançait d'un pas confiant. Avec son plus beau sourire et sa meilleure attitude, il a d'abord tendu la main à Isabelle en lui disant « Bonjour et bienvenue chez Lexus. Mon nom est André Lemieux et votre nom? »« Isabelle. »« Enchanté de vous rencontrer, madame. Et puis-je vous demander votre nom de famille? Je m'excuse de vous le demander, c'est que je n'aime pas appeler les gens par leur prénom sans leur permission. » Un peu surprise, Isabelle a répondu « Roy. »« Excellent, madame Roy. Et vous êtes monsieur? »« Marc Michaud. »« Parfait, bienvenue, monsieur Michaud. » Et tout au long de la transaction, il n'a utilisé que leur nom de famille et les a vouvoyés. Monsieur Michaud et madame Roy. Marc m'a raconté qu'il s'est senti spécial. Il croyait que c'était simplement dû au fait de se faire appeler monsieur Michaud par quelqu'un qui pourrait facilement être son père tout au long de leur rencontre. Isabelle a aussi eu la même sensation. Ils se sont sentis fiers, ils se sont sentis respectés et surtout uniques. Marc a même dit « J'ai trouvé ça très respectueux. J'imagine que c'est dû au fait qu'on est chez un concessionnaire d'une marque de luxe. On traite les gens avec plus de respect que dans un établissement d'une marque populaire. » Il pensait aussi qu'il trouvait ça important que les gens les vouvoient. Il pense que c'est une belle marque de respect. C'est ce genre de petites choses qui vous caractérisent, qui vous démarquent et qui valident de façon tangible vos réponses à la question « Pourquoi devrais-je acheter un véhicule de vous aujourd'hui? » J'ai eu la chance de visiter plusieurs établissements automobiles un peu partout à travers le monde. Par la nature de mon travail, j'ai aussi accès à plein de résultats de sondages et de données. Je suis toujours intéressé à connaître la ou les raisons pour lesquelles les gens se rendent chez un établissement concessionnaire. On aurait tendance à penser que les gens le font parce qu'ils veulent se procurer un véhicule ou parce qu'ils veulent obtenir de l'information. Pourtant, c'est pas ce qu'ils nous disent. Ils nous disent majoritairement pour voir les véhicules. Pas magasiner, pas acheter. Ils veulent d'abord les voir. La bonne nouvelle, c'est que jamais on pourra voir, sentir et toucher un véhicule par Internet. Marc et Isabelle se sont rendus à l'établissement Lexus pour voir les véhicules. D'ailleurs, pensez-y, que vous disent la majorité de vos clients? On vient simplement voir les véhicules. Et s'il y avait juste un peu de vrai là-dedans? Remarquez, je ne suis pas naïf, je sais très bien que le fait de vouloir voir les véhicules cache un but beaucoup plus grand. Ils veulent acheter un véhicule. Vous avez sans doute remarqué que la majorité des gens sont sur la défensive lorsqu'ils se présentent à votre établissement. Beaucoup trop de préjugés négatifs encore envers l'industrie automobile persistent. Il y a quand même une bonne nouvelle. On le sait à l'avance. On sait déjà que la majorité des clients seront sur la défensive. Donc, si on est le moindrement intelligent, il serait bon d'avoir quelques façons d'approcher les clients qui vont les amener à nous faire confiance.
Vous savez comme moi que sans cette confiance, rien n'arrivera. Par exemple, si je manque mon accueil et si je pose des mauvaises questions, est-ce que je les rends encore plus sur la défensive? La réponse est oui. Alors on fait quoi maintenant? Si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, vous devez d'abord l'aider à obtenir ce qu'il veut. Le problème avec cet adage, c'est que la plupart des représentants des ventes encore aujourd'hui veulent d'abord le contraire. Il n'existe qu'une seule façon au monde pour amener une personne à accomplir une action. C'est de susciter en elle le désir de cette action. C'est seulement en vous donnant ce que vous voulez que je parviendrai à vous faire agir. Il n'y a aucun mystère. Pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut lui accorder une attention exclusive quand il s'exprime. Rien n'est plus flatteur. Quand vous voulez engager quelqu'un, concentrez-vous plutôt sur les points qui vous rapprochent et soulignez-les. L'objectif est de montrer que vous tendez vers le même but et différer seulement sur les moyens d'y parvenir. Pour cela, il faut savoir écouter sincèrement et le montrer. Écoutez avec les oreilles et aussi avec tous les autres sens que vous avez. Pour la suite des choses, eh bien André Lemieux, notre représentant des ventes Lexus, connaît sûrement ce concept de vente élémentaire car rapidement, il nota un coquelicot sur la boutonnière de Marc. Je vois que vous encouragez la cause des anciens combattants, M. Michaud. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Avec beaucoup d'assurance, Marc répondit « Mon grand-père a été longtemps membre des Forces armées canadiennes. Il faisait partie des casques bleus et je trouve que les gens aujourd'hui ne reconnaissent pas assez ce qu'ils ont fait et font encore pour la paix dans le monde. C'est le minimum que je peux faire pour soutenir la cause. » L'oncle d'Isabelle est aussi dans les Forces armées. Il est en déploiement actuellement en Afghanistan. Pendant quelques minutes, Marc et Isabelle et André échangèrent sur le sujet. Le représentant Lexus portait un réel intérêt aux propos de Marc et Isabelle. On pourrait dire que ce court échange servit à briser la glace entre eux. André leur a ensuite posé 5 questions pour évaluer leurs besoins. Et avant de vous présenter ces 5 questions, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Ça nous aidera envers l'algorithme de YouTube et vous recevrez gratuitement au moins une vidéo par semaine concernant la vente, l'expérience client et le leadership. Merci. 5 questions. Pas 10, pas 7, seulement 5 questions que Marc et Isabelle n'ont pu faire autrement que répondre par la vérité. Alors voici les questions qu'André a utilisées. Monsieur, madame, quel type d'informations vous cherchez aujourd'hui? On aimerait avoir un Lexus. Excellent. Est-ce que vous regardez pour un véhicule neuf ou usagé? Comment est-ce qu'un client peut faire pour mentir à cette question? Marc a répondu, on regarde pour un véhicule neuf. Fantastique. Vous regardez pour une compacte, une sous-compacte ou un véhicule utilitaire sport? Encore une fois, comment on peut faire pour mentir à cette question? Une intermédiaire a répondu Isabelle. Est-ce que je peux vous demander quel véhicule vous conduisez en ce moment? Encore là, comment faire pour mentir? Une Toyota Corolla, la voiture qui se trouve juste ici. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble aujourd'hui? Comment on fait pour mentir à cette dernière question? Eh bien, on est simplement venu voir les autos. Super, venez, on va aller les voir ensemble. Pensez-y, qu'est-ce que le représentant a besoin de savoir de plus pour leur vendre un véhicule? Vous pensez qu'il doit connaître son budget, les groupes d'options, si le client est bon au crédit, s'il est sérieux, avant de lui présenter un véhicule? Non! Tout cela est vrai et nécessaire au temps où il y a le plus de demandes que d'offres. Tout ça est aussi vrai où les établissements détenaient plus d'informations que les consommateurs. Internet et l'intérêt des clients à la recherche de l'information ont tout changé. Vous ne pouvez pas essayer de trier les clients. À moins que vous n'ayez à gérer trop d'achalandage et dans ce cas, ce qui m'étonnerait, cet audio, cette vidéo n'est pas pour vous. On vous a peut-être aussi dit de devenir ami avec votre client avant de parler automobile. Sérieusement, et sans vouloir ne vexer personne, qui se lève le matin en se disant « Tiens, j'ai le goût de devenir ami avec un vendeur automobile ». Partez plutôt avec l'idée de donner au client ce qu'il veut le plus rapidement possible et en même temps, intéressez-vous à ses besoins. N'essayez pas de devenir son ami pour lui vendre un véhicule, mais plutôt pour en faire un client à vie. On est au 21e siècle. Pensez-vous vraiment que les clients ne nous voient pas venir? Il faut utiliser d'autres façons de faire pour obtenir d'autres sortes de résultats. À moins bien sûr que 8 à 10 autos par mois ne vous satisfassent. On se plaint sans cesse du manque d'achalandage et lorsqu'un client se présente, on le harcèle de questions dans le but de ne pas perdre notre temps et surtout de ne pas perdre notre taux. Il y a des façons beaucoup plus simples d'amener un client à s'engager avec nous. Revenons à notre histoire. Quelques pas avaient été faits en direction de l'inventaire des véhicules neufs et André Lemieux, le représentant aux ventes, leur dit « Vous avez aimé votre Toyota Corolla? » Marc répondit « Ouais, elle nous a rendu de fiers services. »
C'est vrai que Toyota fabrique d'excellents produits. Est-ce que vous aimeriez que l'on vous donne une idée de la valeur de votre véhicule, de votre Toyota Corolla sur le marché actuellement? Vous serez ainsi mieux en mesure pour comparer. La question surprit quelque peu Marc, car tous les autres représentants avaient parlé d'échange, et jamais personne ne lui avait présenté la chose de la sorte. Marc dit à André, « Oui, mais vous, les concessionnaires automobiles, vous donnez jamais rien. » André ne répondit rien à la remarque de Marc. Ils rebroussèrent chemin, il sortit un calepin et un crayon de sa poche. La première chose que fit André fut de complimenter les propriétaires sur l'excellente condition de leur Toyota Corolla. Ce qui fut assez tranchant avec les autres qui avaient évalué leur véhicule. Ces derniers ne cherchaient que les défauts et n'émettaient que des commentaires négatifs sur la Corolla de Marc et Isabelle. André leur posa ensuite quelques questions tout en faisant le tour du véhicule. Il demanda la permission de s'asseoir à l'intérieur, d'ouvrir le capot et aussi le coffre. Ce qu'il fit. Une fois cette étape franchie, il remit le calepin dans sa poche et sortit son téléphone intelligent. Il prit une photo de la Corolla et demanda la permission de publier la photo sur le compte Facebook de l'établissement en expliquant la raison. On annonce le plus grand nombre de véhicules sur notre compte Facebook pour offrir à notre clientèle la meilleure valeur sur le marché. Si quelqu'un se montre intéressé, vous aurez le choix de lui vendre ou de nous la vendre. Marc et Isabelle furent encore une fois surpris d'une telle approche. Ils trouvèrent intéressant le choix qu'on leur proposait et donnèrent leur accord. Une fois le tout complété, André les invita de nouveau à le suivre pour aller voir les véhicules neufs. André a conduit Marc et Isabelle dans la section des véhicules intermédiaires Lexus. Vous n'avez simplement qu'à connaître la marque et le modèle, c'est tout. Il est très important d'organiser votre cours avec une certaine logique pour utiliser cette approche. Si vous le faites, vous n'aurez plus à qualifier vos clients. Ce sont eux qui vous diront exactement quel véhicule ils veulent. André leur a d'abord montré l'intermédiaire la moins dispendieuse. C'est un concept intéressant. Laissez le client se qualifier tout seul. Si vous écoutez, ils vous enverront les bons messages. Le représentant Lexus a ensuite simplement dit ceci. Voici la Lexus IS 250. C'est le modèle de base. Ensuite, il a cessé de parler, il a pris un peu de distance. Maintenant, que pensez-vous que Marc et Isabelle ont regardé en premier? Ce fut successivement l'étiquette de la vitre et à l'intérieur du véhicule. Ils se sont ensuite rendus voir un autre véhicule juste à côté, même manège. Ils ont regardé l'étiquette et ils ont regardé l'intérieur par la vitre. Ils se sont ensuite rendus voir un troisième véhicule. Ce dernier était 8 000 $ de plus que le premier. Finalement, ils sont retournés voir le premier véhicule. Ils ont lancé un message très clair aux représentants des ventes. « J'aime ce véhicule et je crois qu'il est dans mon budget. » Si Marc et Isabelle n'avaient pas aimé le véhicule et qu'il n'avait pas été dans leur budget, ils auraient sans doute choisi un autre véhicule. Marc et Isabelle regardaient la Lexus IS 250 depuis 1 ou 2 minutes et le représentant leur a posé une question qui n'était pas du tout menaçante. Cette question s'intégrait d'ailleurs parfaitement avec le fait qu'il venait seulement voir le véhicule. Il leur a demandé « Monsieur Michaud, Madame Roy, est-ce que vous aimeriez vous asseoir à l'intérieur du véhicule? De cette façon, vous pourriez avoir un avant-goût du véhicule en question. » Que croyez-vous que les gens vont répondre à cette question? Croyez-vous qu'ils peuvent mentir? Est-ce que cette question peut les rendre sur la défensive? Est-ce que vous voulez entendre la réponse? Il est à peu près certain que les clients répondront vouloir se glisser à l'intérieur. C'est une question qui n'est pas menaçante. Je ne vous demande pas de l'acheter ni de la conduire, je vous demande simplement de vous asseoir à l'intérieur. André a poursuivi par la suite. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous intéresserait plus particulièrement? Oui, on aimerait avoir une blanche. Excellent. Laissez-moi aller chercher les clés du véhicule blanc. Il s'est ensuite rendu chercher les clés et a démarré le véhicule. Il l'a ensuite déplacé afin que Marc et Isabelle aient amplement d'espace pour l'examiner et faire le tour librement. Il a ensuite demandé à Isabelle si elle désirait s'asseoir du côté passager ou conducteur. Elle lui indiqua qu'elle préférait le côté conducteur. Marc vint la rejoindre du côté passager. André ferma les portières et les laissa seuls à l'intérieur du véhicule pendant au moins 1 minute. Au moment de toucher la poignée de porte, Marc et Isabelle sortirent du véhicule en indiquant à André qu'ils n'aimaient pas la voiture. Ils trouvaient l'intérieur fade et les sièges inconfortables. De plus, l'intérieur était trop petit. André les écouta et leur répondit qu'il n'y avait aucun problème. Il les dirigea ensuite vers un véhicule un peu plus grand et remit la voiture à sa place. Maintenant, qui est en train de qualifier qui? Marc et Isabelle se qualifient eux-mêmes. Qui pense être en contrôle? Marc et Isabelle. Qui est vraiment en contrôle? André Lemieux, notre représentant Lexus. Ce dernier s'est retourné vers Marc et Isabelle en disant « Monsieur, Madame,
Voici le modèle ES 350. Il est plus grand que le précédent. Vous vous souvenez d'une des règles de Marc et Isabelle, ne pas montrer d'émotion? Devinez à ce moment ce qu'Isabelle a dit. Eh bien, c'est exactement la grandeur qu'on désire. Suite à cette remarque, Marc a regardé l'étiquette dans la fenêtre et a dit tout haut « Wow! Ça commence vraiment à devenir dispendieux! » Et pourtant, malgré ce commentaire, il a continué à regarder le véhicule. Le message est clair. Ils aiment la voiture. Ils trouvent que le prix est dispendieux, cependant ils ne reculent pas. Si vous préqualifiez les clients en vous laissant influencer avec des commentaires de la sorte, vous ne vendrez pas beaucoup de véhicules. Quelqu'un vous dit qu'il a un budget de 350 $ par mois, mais repart avec une voiture et un paiement de 450 $ par mois. Un client entre chez vous en disant qu'il veut dépenser 20 000 $, mais repart avec un achat de 30 000 $. Ça arrive à tous les jours. La passion et l'émotion prennent le dessus si vous savez comment inspirer les gens et les engager. Marc et Isabelle regardent la voiture et successivement, à l'intérieur, l'étiquette de vitre, etc. Et pendant cet exercice, le directeur des ventes se joint au trio en se présentant comme suit. « Bonjour monsieur, bonjour madame, mon nom est Yannick Labaume, je suis directeur des ventes. Je tenais simplement à vous souhaiter la bienvenue chez nous. Si André ou moi, on peut faire quelque chose pour rendre votre visite plus agréable, n'hésitez surtout pas à nous le mentionner. Passez une excellente journée. » Un peu surpris de cette intervention, Marc et Isabelle furent somme toute assez impressionnés que le directeur des ventes prenne le temps de venir les saluer. Son approche fut professionnelle et intéressante. André prit ensuite la suite des événements. Il se tourna d'abord vers son directeur des ventes en lui remettant une copie de l'évaluation de la Toyota Corolla en disant « Yannick, voici des détails du véhicule actuel de M. Michaud et Mme Roy. Ils aimeraient qu'on leur donne une évaluation de leur Toyota Corolla. La voiture se trouve dans le stationnement tout près de la porte d'entrée. Aucun problème, André. » Yannick quitta et André se tourna ensuite vers Marc et Isabelle en leur disant « Est-ce que vous aimeriez maintenant vous asseoir pour voir si le tout vous convient? » « Oui. » « Est-ce que le blanc est toujours la bonne couleur? » « Oui. »« Alors attendez-moi, je vais aller chercher les clés. » André revint quelques secondes plus tard. Il ouvrit la portière et s'installa derrière le volant afin de démarrer le véhicule. Il amena ensuite le véhicule afin que Marc et Isabelle aient de la place pour faire le tour de l'auto. Il les invita ensuite à s'asseoir à l'intérieur. Il les laissa une minute à eux-mêmes à l'intérieur avant de prendre place à l'arrière du véhicule. André fit ensuite quelque chose que la plupart font uniquement à la livraison du véhicule. Il expliqua les fonctions intérieures du véhicule à Marc et Isabelle. Mettez-vous en situation. Le moteur tourne et Isabelle est assise dans le siège du conducteur. Elle mesure environ 5 pieds et son banc est reculé complètement à l'arrière. Madame Roy, si vous passez votre main sur le côté du siège, vous toucherez les boutons de contrôle de votre siège. Un de ces boutons contrôle le déplacement vers l'avant du siège. Poussez-le jusqu'à ce que vous soyez confortable pour atteindre les pédales de frein et d'accélération. Et c'est ce qu'elle fit. Le volant est télescopique, vous pouvez l'ajuster en hauteur, mais aussi en profondeur. Vous n'avez qu'à déplacer le bouton juste ici pour faire le réglage. Voilà, c'est parfait. Maintenant, vous avez la commande pour ajuster le rétroviseur de gauche et celui de droite. Il prit une pause de quelques secondes pour laisser le temps à Isabelle de s'acclimater à ce nouvel environnement. Souvenez-vous, Marc et Isabelle conduisent une Toyota Corolla. André dit ensuite « Il fait un peu chaud à l'intérieur. Permettez-moi de vous montrer comment fonctionne le système de climatisation. Voici comment le recycleur d'air, le dégivreur arrière et voici comment fonctionne le toit ouvrant. Madame Roy, quelle est votre station de radio préférée? Le 93,3. Excellent. Voici comment vous pouvez utiliser le système de commande vocale pour la radio. Et voici comment faire pour mémoriser la station. Voici maintenant comment le GPS fonctionne et comment passer d'une commande à l'autre avec les commandes vocales du véhicule. Voici comment les commandes du volant fonctionnent, le régulateur de vitesse, les commandes de la radio sur le volant. André a donc expliqué toutes les commandes du véhicule à notre couple. Je vous rappelle qu'Isabelle est à l'arrière du volant et que le moteur tourne. Devinez ce qu'André a demandé à Isabelle? Aimeriez-vous faire un essai routier? Que pensez-vous qu'Isabelle a répondu? Bien sûr! 99,9% diront oui à ce moment. Isabelle arrive donc à la sortie de la cour de l'établissement avec le véhicule. Juste avant de prendre la route, elle se retourne vers André et lui demande « André, quelle direction dois-je prendre? Est-ce que vous connaissez un peu le secteur? » « Oui, on demeure tout près. »« Fantastique. Vous pouvez aller où vous voulez. » Isabelle et Marc étaient surpris. Imaginez un peu, tous les autres représentants rencontrés leur ont imposé leur route planifiée ou les ont laissés aller seuls.
Isabelle a même demandé à André « Vous êtes certain? »« Oui, oui, aucun problème. Alors, est-ce que je peux amener le véhicule sur la rue Fraser, tout près d'ici? »« Absolument. » Vous devez savoir que cette rue est très sinueuse. Elle voulait comparer la Lexus à sa Toyota Corolla dans les mêmes conditions. Elle voulait l'essayer. « Aucun problème, allons-y, lui répondit André. On enseigne souvent aux représentants des ventes ce qu'ils doivent dire au début de l'essai routier. On leur dit ensuite de se taire pendant ce même essai. On leur enseigne ensuite à poser certaines questions à la fin de ce même essai routier. Des questions du genre « Comment aimez-vous la conduite? De 1 à 10, comment trouvez-vous que le véhicule se comporte? Comment trouvez-vous le son de la chaîne audio? » D'après vous, est-ce que ces questions rendent les clients sur la défensive? Et encore une fois, à qui ressemblez-vous lorsque vous posez ces questions? Aux représentants qu'ils ont vus juste avant vous. Certains vont même jusqu'à poser des questions personnelles pour faire la conversation. Où est-ce que vous habitez? Dans quel domaine est-ce que vous travaillez? Avez-vous des enfants? En posant ces questions, devinez à qui vous ressemblez. À tous les autres représentants. Marc et Isabelle ont donc débuté leur essai routier avec André assis à l'arrière du véhicule. Personne ne parlait. 10 secondes. 28 secondes. 60 secondes sans que personne ne dise un mot. Et devinez qui a commencé à parler le premier? Marc. Et à qui croyez-vous qu'il a d'abord parlé? Au représentant des ventes qu'il vient à peine de connaître ou à sa conjointe qui conduit le véhicule? Isabelle, évidemment. Maintenant, devinez quel était le sujet de la conversation. Croyez-vous qu'ils ont discuté de leur projet de vacances? Non. Marc a posé des questions concernant le véhicule. Et puis, mon amour, comment aimes-tu la conduite? Est-ce que l'auto se manie bien? C'était simplement la suite logique des choses. Sauf que les réponses d'Isabelle furent légèrement différentes que si c'était le représentant des ventes qui avait posé les mêmes questions. L'essai routier en était maintenant à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Alors Marc a demandé au représentant des ventes, « André, est-ce qu'on va avoir assez de temps pour que je puisse aussi essayer le véhicule? » Absolument. Je suggère d'ailleurs qu'on aille au parc pas loin d'ici pour changer de conducteur. Madame Roy, vous connaissez ce parc? Absolument, je m'y rends tout de suite. Une fois arrivé au parc, André a demandé à Isabelle de stationner le véhicule à un endroit qu'il connaissait bien. Il sortit le premier du véhicule et les invita à le rejoindre environ 5 mètres du coin conducteur à l'avant du véhicule. Maintenant, il faut que vous imaginez la scène. Une Lexus flambant neuve avec comme scène de fond un magnifique paysage. André leur dit simplement en étendant le bras pointant la voiture « Et puis, qu'en pensez-vous? » Marc et Isabelle se lancèrent un regard complice en disant simplement « Ouais, pas pire ». Sur ce commentaire qui voulait beaucoup dire, André sortit ensuite son téléphone intelligent, cadra l'appareil, prit une photo du véhicule. « Monsieur Michaud, Madame Roy, j'aimerais bien vous envoyer cette carte postale de votre véhicule. Je peux avoir votre numéro de téléphone de cellulaire? » Marc donna tout de suite son numéro de cellulaire à André sans hésiter. Quelques secondes plus tard, le cellulaire de Marc vibra. Il ne put s'empêcher de sortir l'appareil et de montrer la carte postale qu'il venait de recevoir à Isabelle. Et d'après vous, à ce moment précis, où en est l'émotion de Marc et Isabelle? Croyez-vous sincèrement qu'ils ont reçu de la part d'un autre représentant cette image de carte postale emportée avec eux? Je tiens à vous rappeler à ce moment-ci de l'histoire que Marc et Isabelle sont censés prendre possession de leur nouveau véhicule dans moins de 3 heures. André a quelque peu surpris Marc et Isabelle avec la suite des choses. Il commença à faire une présentation de l'extérieur de la voiture. Marc et Isabelle ont trouvé que c'était une présentation correcte, une présentation comme ils avaient eu de la part des autres représentants. Après ces quelques minutes, André a posé une simple question qui a changé le cours des choses. Il leur a demandé « Est-ce que la sécurité est quelque chose d'important pour vous? » Encore une fois, comment faire pour mentir à cette question? Évidemment, André a répondu Isabelle. Dans ce cas, laissez-moi vous parler de Lexus et de toute l'importance qu'ils accordent à votre sécurité. Voyez-vous, Lexus est vraiment engagé à offrir le plus haut niveau de sécurité à ses passagers. C'est d'ailleurs pour cela que le véhicule est construit à partir d'un châssis monocoque. André ouvrit la portière du conducteur. La structure de votre véhicule est coulée à même une seule pièce de métal. Il n'y a donc aucune soudure comme vous pouvez le constater en regardant ici tout autour du cadre intérieur où l'on ferme la porte. Cette cage vous protégera en cas d'impact majeur. En fait, la force d'impact sera absorbée par les zones de déformation que vous avez à l'avant et à l'arrière de votre véhicule. Vous serez ainsi mieux protégé dans cette capsule de sécurité en cas de collision.
Je suis convaincu et j'espère que 95% d'entre vous connaissent le châssis monocoque. En fait, presque tous les véhicules d'aujourd'hui possèdent une telle structure. Sauf que combien le présentent de façon à démontrer qu'il s'agit vraiment d'un élément important de sécurité de votre marque et en faire ainsi un avantage compétitif. Est-ce que c'est nouveau pour vous? Marc et Isabelle ne connaissent pas grand-chose en matière de sécurité automobile, même s'ils ont visité plusieurs sites Internet. Et d'après vous, qu'ont-ils pensé à ce moment? Isabelle s'est dit qu'il s'agissait de quelque chose d'unique chez Lexus et Marc n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Vous devez présenter des points que personne d'autre ne parlera. Même si vous pointez des choses qui sont pour vous normales, la plupart des représentants n'en parlent même pas. La majorité des représentants mentionnent les sacs gonflables, le groupe électrique, les miroirs extérieurs, les moulures latérales, etc. Si vous réfléchissez un instant à l'impact d'exécuter la présentation et de fournir l'explication du véhicule à ce moment, fait du sens. En fait, il existe beaucoup de raisons logiques qui font que l'explication du véhicule doit être faite avant et pendant l'essai routier. À ce moment, les clients sont plus ouverts à vous écouter et voudront en connaître plus sur le véhicule. Et rappelez-vous, ils ne viennent que voir les véhicules. Si vous passez un peu de temps à cette étape, vous accomplirez ainsi 3 choses. Premièrement, vous aurez l'air très connaisseur de votre produit. Deuxièmement, ils pourront essayer la plupart des boutons pendant l'essai routier, donc auront plus de chances de s'en rappeler parce qu'ils seront impliqués émotivement. Et troisièmement, vous aiderez à faire augmenter leur niveau d'émotion car ils commenceront à acheter le véhicule avec leur cœur et non avec leur tête. Ce qui est très illogique est d'exécuter cette étape à la livraison du véhicule. Pourquoi? Le client n'a qu'une envie, signer les papiers et partir. Ils ont peu de concentration pour l'explication de tous vos systèmes électroniques et ça provoque 2 points négatifs. Premièrement, ils se souviendront de peu de choses et ils vous dérangeront, vous ou votre département de service, pour poser des questions. Et deuxièmement, vous paierez le prix lorsqu'ils répondront au sondage, car ils auront l'impression que le travail est bâclé. Une fois la présentation complétée, André invita Marc à prendre place sur le siège du conducteur et lui donna le temps de se mettre à l'aise. Puisqu'Isabelle est plus petite que Marc, André dut assister ce dernier pendant qu'il ajustait son siège, son volant et ses rétroviseurs. Par la suite, André se retourna sur le siège à l'arrière et Isabelle à l'avant du côté passager. Marc a doucement repris la route. Le plus intéressant est à venir. Devinez qui a commencé à parler dans l'automobile. Isabelle. Devinez ce qu'elle a demandé à Marc? Est-ce que vous êtes prêt à entendre ça? Es-tu confortable? As-tu vu comment le volant est maniable? As-tu vu comme l'écran est beau? Qu'est-ce qu'Isabelle est en train de faire? Elle est en train de lui vendre l'auto. Elle était derrière le volant pendant un peu plus de 20 minutes et elle est littéralement tombée en amour avec le véhicule. Marc lui a envoyé un regard qui voulait dire quelque chose du genre « As-tu oublié la règle qui stipule de ne pas montrer d'émotion aux représentants? » Il était déjà trop tard pour Isabelle. En émettant ses remarques, elle vous est... Il était déjà trop tard pour Isabelle. En émettant ses remarques, elle voulait simplement s'assurer que Marc allait ressentir la même chose qu'elle. 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Finalement, le trio fut de retour à l'établissement presque 1 heure d'essai routier. Si Marc et Isabelle n'allaient pas prendre possession de leur nouveau véhicule chez un autre concessionnaire dans moins de 2 heures, quelles seraient d'après vous les chances de leur vendre ce véhicule? Très bonnes probablement. Imaginez maintenant vos ratios de conclusion de vente si vous pouviez faire cela avec 98% de vos clients. Vous vous dites sans doute qu'un essai routier de 45 minutes ne peut pas devenir la norme parce que vous êtes trop occupé. De quoi se plaît-on le plus dans le merveilleux monde de l'automobile? Le manque d'achalandage. Et on est trop occupé, sérieusement. Une fois arrivé à l'établissement, Marc demanda à quel endroit il devait garer le véhicule. André lui indiqua de garer le véhicule dans un stationnement libre et tout le monde descendit. Il est évident que l'on se doute de ce qui s'en vient par la suite. Je le sais, vous le savez, et Marc et Isabelle le savent aussi. Pourtant, André allait de surprise en surprise avec ses clients. Pourquoi est-ce que lorsque l'émotion est à son maximum et que tout le monde connaît la prochaine étape logique, pose-t-on des questions du genre « Monsieur, madame, si on s'entend sur un prix, est-ce que vous achetez ce véhicule aujourd'hui? » Pensez ce que la majorité des représentants font en posant cette question. Cette question brise tellement de règles. Premièrement, la question rend les gens sur la défensive. Deuxièmement, c'est évident que je vais vous donner une réponse que vous ne voulez pas entendre si je suis le client.
Et de toute façon, les clients vont répondre majoritairement non. Et ensuite vont vous demander inévitablement pourquoi. Et vous les rendrez encore plus sur la défensive. Et c'est à ce moment qu'ils vont vous dire, parce qu'on veut comparer avec d'autres marques, on voudrait voir tel ou tel modèle avant de prendre une décision, parce que vous êtes la première place qu'on veut visiter. Attendez, vous n'avez pas encore entendu la suite, ça devient encore meilleur. Vous revenez à l'établissement et vous allez voir votre directeur. Évidemment, il va vous demander si vos clients vont acheter un véhicule aujourd'hui. Vous répondez par la négative. Il vous demande pourquoi. Vous direz qu'ils veulent en voir d'autres avant de prendre une décision. Où en est maintenant l'attitude du directeur et du représentant des ventes? Négative assurément. Qui a maintenant le contrôle de la transaction? Le client, évidemment. André a posé une question toute simple. Il leur a demandé si le véhicule convenait à leurs besoins. Je vous le demande encore une fois. Comment mentir à une telle question? Comment rendre un client sur la défensive avec une telle question? Est-ce que vous voulez entendre la réponse à ce type de question? Si Marc ou Isabelle avaient répondu par la négative, ce qu'ils n'ont pas fait, André aurait simplement demandé « Qu'est-ce qu'il manque? » Ce faisant, Marc et Isabelle auraient pu répondre « Il manque un toit ouvrant, on aimerait une autre couleur, une autre caractéristique, etc. » Qu'aurait fait André? Il aurait simplement proposé un autre véhicule, une autre couleur ou d'autres caractéristiques. Vous devez vous assurer de poursuivre à partir du bon véhicule. Résumons donc où on en est rendu avec Marc et Isabelle. Ils sont venus seulement voir les Lexus, car ils ont déjà acheté un véhicule. Ils ont fait la connaissance d'André, ils se sont ensuite qualifiés pour un véhicule par eux-mêmes, ils ont aussi fait le tour de la voiture intérieure et extérieure et André a aussi procédé à la présentation de certains éléments de sécurité. Ils ont aussi exécuté un essai routier avec carte postale en prime, qui a pour but de créer l'aspect émotionnel de leur expérience. Rappelons que plus longue sera cette période et plus élevées seront vos chances de vendre un véhicule. On essaie souvent d'aller trop vite à cette étape, avec le résultat que c'est fait de façon maladroite et mécanique. Il manque d'émotion. Ah oui, j'oubliais, dans un peu moins de 2 heures, ils sont censés prendre possession de leur véhicule neuf. Avant de discuter de la suite des choses, j'aimerais bien savoir si la présentation du département de service fait partie de vos processus. Je suis à peu près certain que la très grande majorité d'entre vous vont me répondre que oui. À quel moment le faites-vous? Plus de 90% des représentants vont me répondre qu'ils présentent les clients au département de service à la livraison du véhicule. Ça veut donc dire que pour avoir accès à votre département de service, je dois avoir acheté un véhicule. Pour accéder à votre département de service, je dois avoir une carte de membre parce qu'il s'agit d'un club privé. Vous devez montrer la personnalité de votre établissement. C'est votre obligation et votre responsabilité de montrer en quoi vous êtes différent. Et si vous ne faites pas de marge de service, vous ne vendez pas votre établissement. Et devinez ce que font la majorité des représentants des ventes? Ils ne font pas de marge de service. Voici comment André s'y est pris pour amener Marc et Isabelle au département de service. Une fois l'automobile stationnée, il leur a simplement dit « Monsieur Michaud, Madame Roy, suivez-moi. J'aimerais vous montrer maintenant quelque chose dont nous sommes très fiers ici. Suivez-moi. » André les amena au département de service technique et des pièces. Il leur expliqua pendant environ 2 minutes la façon de fonctionner. Il pointa aussi les distinctions reçues par l'établissement, les commentaires positifs envoyés par certains clients sur le babillard de la salle d'attente. Il présenta ensuite un des membres de l'équipe. J'aimerais vous présenter une de nos conseillères techniques, Mme Amélie Poirier. Amélie, je te présente M. Marc Michaud et Mme Isabelle Roy. Ils sont en train de regarder pour une Lexus ES 350. Enchanté de vous rencontrer. Il s'agit vraiment d'un beau véhicule. Elle s'est ensuite tournée vers Isabelle et lui a dit « Comment avez-vous aimé le véhicule, Madame Roy? Vous vous rappelez une des règles que Marc avait énoncées, ne pas montrer d'émotion? Savez-vous ce qu'Isabelle a répondu? On dirait que j'étais dans mon salon tellement c'était confortable et silencieux. » Vous avez bien raison, Madame Roy. Nos clients sont enchantés par le modèle ES 350. Maintenant, juste pour votre information, j'aimerais vous dire qu'on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Et les mercredis, on est ouvert jusqu'à 21h. On vous recommande de prendre un rendez-vous avant de vous présenter. Vous pouvez nous appeler ou le faire directement sur notre site Internet. La salle d'attente qui est juste ici vous offre un téléviseur, des magazines, du café gratuit, le Wi-Fi et même une salle de jeu pour les enfants. Si vous avez besoin d'être accompagné chez vous, on offre un service de navette gratuit. Qui sera le conducteur principal du véhicule? C'est moi, répondit Marc. Ce véhicule va vraiment vous durer longtemps. La seule chose que vous devez respecter, c'est l'entretien prescrit par Lexus. Vous trouverez les informations dans le coffre à gants.
Les entretiens sont recommandés à tous les 16 000 km. Le véhicule possède une garantie de 48 mois ou 80 000 km selon la première éventualité. Vous avez aussi une garantie supplémentaire sur le groupe motopropulseur. Il est couvert pendant 72 mois ou 110 000 km selon la première éventualité. André vous a sûrement informé qu'il y avait un service d'urgence en cas de crevaison si vous restez pris dans la neige et ceci sans frais pendant la durée de votre garantie. Vous trouverez le numéro dans le livret. Et si vous regardez ici le tableau de comparaison des prix à votre droite, vous verrez qu'on est très compétitif. Devinez ce qu'Isabelle a émis comme commentaire suite à cette explication. Ne vous inquiétez pas, Amélie, je vais m'assurer d'être présente au moment opportun pour l'entretien du véhicule. Madame Roy, Monsieur Michaud, ça m'a fait un grand plaisir de vous rencontrer et on espère sincèrement obtenir votre confiance. André a remercié Amélie et a ensuite invité Marc et Isabelle à les accompagner à son bureau. Inévitablement, tout le monde savait ce qui allait être la suite. Rendu où on en était, Marc et Isabelle voulaient en savoir plus. Et s'ils pouvaient évidemment s'offrir pour quelques dollars de plus, la magnifique Lexus. Lorsque vous en êtes à cette étape, à quel endroit désirez-vous conclure la vente? Assurément assis au bureau avec du papier et un crayon. Arrivons maintenant à la conclusion. Pensez-vous que Marc et Isabelle ont acheté le véhicule? Allez, devinez. Évidemment, ils l'ont acheté. La journée même. Ils ont négocié et finalement conclu le tout. Environ une quarantaine de dollars supplémentaires que l'autre véhicule qu'ils ont évidemment annulé. Nos propriétaires de la nouvelle Lexus ont évidemment émis quelques objections lors de la négociation. André leur a répondu de façon empathique. Pour conclure sa vente, il leur a offert des choix et expliqué le tout de façon simple. Le plus intéressant de l'histoire, c'est qu'André, après leur avoir présenté les chiffres, leur a simplement posé une seule question pour conclure la vente. Voulez-vous acheter l'automobile? Il a pu se permettre cette simple question pour une seule et bonne raison. Il avait d'abord donné tout ce qu'il pouvait à ses clients. Ce faisant, Marc et Isabelle ont trouvé quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance, quelqu'un qui les avait inspirés. André a rendu leur expérience différente et plaisante. Marc et Isabelle, je vous le rappelle, n'allaient même pas acheter un véhicule. Ils allaient regarder les véhicules. À quel moment croyez-vous que le tout s'est joué pour Marc et Isabelle? Pour Isabelle et Marc, ce fut pendant l'essai routier. Ils ont aussi été très impressionnés par la prestance d'Amélie au département de service. Son professionnalisme, sa façon différente de les traiter et son entre-gens ont vraiment scellé l'engagement. Voici maintenant pourquoi plus de 80% d'entre vous ne croient pas à cette histoire, qui est vraie en passant, je vous le rappelle. Et surtout n'auraient pas réussi à vendre de véhicule cette journée-là à Marc et Isabelle. Numéro 1, vous les auriez préqualifiés à 350 $ par mois et auriez essayé de fonctionner avec ce budget. Numéro 2, vous auriez fait un essai routier de 10 minutes autour de l'établissement avec une route planifiée à l'avance. Et numéro 3, vous n'auriez jamais apporté des clients qui ne venaient que voir les véhicules à visiter vos opérations fixes et rencontrer les gens qui y travaillent. Inutile de dire que Marc et Isabelle ont cancellé l'achat de l'autre véhicule. Ils ont pris livraison de leur véhicule le lundi suivant. Le véhicule était prêt et André aussi. 3 jours après avoir acheté le véhicule, André a fait un suivi téléphonique auprès de Marc et Isabelle. Les deux ont répondu qu'ils étaient très satisfaits de la voiture. Marc avait une ou deux questions concernant le système main libre et André lui a répondu sur le champ. Beaucoup parlent aujourd'hui encore du concept de la loyauté des clients. On parle aussi de la fidélité envers le représentant, envers la marque, envers l'établissement concessionnaire. On en parle, on aimerait que ça l'arrive, on a l'intention que ça nous arrive, mais très rarement on forme et on enseigne aux représentants des façons de faire pour l'exécuter. Un représentant des ventes vend un véhicule et la plupart des directeurs vont faire quoi? Une petite tape dans le dos, allez, on va en vendre un autre, next! On oublie la personne à qui on vend la voiture parce qu'on empoche la commission. Savez-vous quoi? Il n'y a aucune autre industrie qui traite les clients de la façon dont on le fait. Le manque de bons soins que les clients reçoivent de notre part est encore trop présent aujourd'hui. C'est pas ce qu'on devrait enseigner. On devrait montrer à la nouvelle génération l'importance d'une base de clients. On devrait montrer aux représentants des ventes de ne pas céduler les livraisons de véhicules en fonction du moment qu'ils vont recevoir leur commission, mais plutôt en regard de ce qui convient aux clients. 4 mois après avoir acheté leur véhicule, Marc et Isabelle étaient en train de discuter tranquillement à la maison et le téléphone sonne. On entend au bout de la ligne. « Bonjour, M. Michaud, c'est André Lemieux de Lexus. Est-ce que vous avez une minute? »« Bonjour, André, absolument. » Eh bien, je voulais simplement savoir si vous êtes toujours satisfait de votre nouveau véhicule. Plus que jamais. Je comprends même comment mon GPS fonctionne. Super.
Je voulais simplement vous faire un rappel que votre véhicule est bientôt dû pour son premier entretien. Si vous voulez, je peux prendre un rendez-vous pour vous, vous pouvez le faire vous-même. Qu'est-ce que vous préférez? Eh bien, jeudi prochain à 9 h, ça serait bon pour moi? Aucun problème, jeudi matin 9 h, on vous attend. Salut Madame Roy de ma part et au plaisir de vous revoir. 6 mois plus tard, Marc et Isabelle reviennent d'un court séjour. En arrivant à la maison, il y avait un message sur le répondeur. C'était André Lemieux. Le message ressemblait à ceci. Bonjour, ici André Lemieux de Lexus. Je voulais simplement vous rappeler que votre véhicule est maintenant dû pour le second entretien. Si vous voulez, je peux encore prendre un rendez-vous pour vous ou vous pouvez simplement appeler au 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 et Amélie s'occupera de vous. Au plaisir de vous voir bientôt. Isabelle a regardé Marc et lui a dit « Une chance qu'André nous a téléphoné, c'est certain qu'on l'aurait oublié. » Le lendemain matin, Isabelle a communiqué avec le département service pour prendre son rendez-vous. André a bien pris soin de l'automobile de Marc et Isabelle. Il s'est toujours assuré que tous les entretiens de ses clients sont faits. Il s'est aussi occupé d'un ou deux rappels de sécurité. Il a même appelé Isabelle et Marc 30 jours avant leur fête d'anniversaire respectifs, pas pour leur souhaiter un bon anniversaire hâtif, mais surtout pour confirmer qu'ils avaient bien reçu les informations pour le renouvellement de leur permis de conduire. André appelait uniquement s'il avait une raison valable de le faire. Si Marc ou Isabelle étaient présents, il leur parlait. S'ils étaient absents, il laissait un message. Et en aucun moment, il n'a demandé à Marc ou Isabelle de lui donner des références. Il n'a jamais appelé non plus pour les inviter à une grosse promotion ou une vente privée. Si André n'avait fait cela qu'une seule petite fois, devinez ce que Marc et Isabelle auraient fait par la suite en voyant son numéro de téléphone sur l'afficheur. Ils auraient laissé le répondeur prendre l'appel. Isabelle et Marc habitent dans le secteur de l'établissement où ils ont acheté leur véhicule Lexus. Et chaque fois que quelqu'un les questionnait sur leur voiture, ils ne pouvaient se taire. Ils n'avaient toujours que de bons commentaires sur leur véhicule, leur établissement et évidemment concernant André. Ils étaient devenus des panneaux publicitaires parlants, vantant André, Lexus et l'établissement. Ils en parlaient seulement lorsque le sujet venait sur la table. Mais dès que quelqu'un avait des besoins automobiles, André revenait automatiquement sur le tapis. Si les gens disaient qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir un Lexus, Marc ou Isabelle répétaient simplement « Tu pourrais être surpris. Va au moins le rencontrer. S'il ne peut pas te trouver quelque chose, il va te diriger vers quelqu'un qui va être capable de t'aider. » Je sais, preuve à l'appui, qu'au moins 5 ou 6 personnes se sont dirigées vers André et ont acheté un véhicule grâce aux commentaires de Marc et Isabelle. 5 véhicules en 5 ans, ça peut sembler peu. Mais s'il répétait 5 concepts avec Marc et Isabelle, il l'a sûrement fait avec plusieurs autres. Imaginez seulement au bout de 5 ans à quoi ça peut ressembler. Ça commence à faire pas mal de ventes au bout de 5 à 10 ans. Combien de véhicules par mois ça peut représenter? 25, 30, 35, 40? J'exagère pas, ce sont les chiffres. Ça existe des représentants qui ont compris que tu dois semer pour récolter. Du moins, André l'a accompli. Il connaît la différence entre avoir une mentalité de fermier et une mentalité de chasseur. On ne parle pas ici du concept de physique nucléaire à impact radiant. On ne parle que de relations et de constance à répéter ces simples étapes. Il est important de montrer aux représentants l'importance d'une base de clients. Il faut leur montrer, leur démontrer l'importance d'un client à vie. Il est à noter un fait très intéressant que vous soyez représentant, directeur des ventes, directeur général, propriétaire, actionnaire ou autre. Qu'est-ce qui est le plus souvent difficile dans le monde automobile? Les longues heures. Supposons que je travaille pour vous et que je réussis à vendre 15 ou 20 véhicules par mois en moyenne et que dans mes bons mois, j'en vends 30 ou 40. Un jour, ma conjointe m'appelle et me dit « Mon amour, vendredi soir, j'ai une soirée, j'aimerais que tu y sois. » Devinez où est-ce que je vais être vendredi soir? Avec mon amour. Et devinez ce qui arrivera avec mon travail lundi matin? J'ai toujours mon travail et j'ai toujours de bons résultats. Je vais revenir lundi matin et je n'entendrai aucune critique. Vous me demanderez même si j'ai passé une belle soirée. On est en train de souper en famille et ma plus jeune me demande « Papa, j'aimerais que tu sois le coach de mon équipe de baseball. » Le problème, c'est qu'il faut que tu sois présent les soirées du lundi, du mardi et du mercredi. Je vends en moyenne 25 autos par mois. Devinez qui est le nouveau coach de baseball de ma fille adorée? Moi. Et devinez quoi? Mon travail est assuré le lundi matin. C'est vraiment une belle opportunité de carrière que celle de représentant des ventes. Imaginez les tracas d'un directeur des ventes, d'un directeur général ou même d'un propriétaire.
20 à 30 véhicules en moyenne par mois, ça représente vraiment un bon salaire. Et ça ne demande pas autant de temps parce que tu traites avec des gens qui ont le goût de te voir et qui veulent faire affaire uniquement avec toi. Vivre de l'achalandage naturel de votre salle d'exposition et utiliser des méthodes qui datent d'hier vont vous faire vendre. Mais combien? Pour combien de temps? Et avec quel profit? Si vous êtes satisfait de vos résultats, eh bien, continuez à faire ce que vous faites actuellement. Si vous voulez d'autres résultats, bien, utilisez d'autres méthodes. Voilà, ça complète un extrait du livre « Vendre, ça se passe ici ». Je serais curieux de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire? Juste en écrivant ce que vous pensez, suggérer des sujets, des prochaines chroniques sur lesquelles vous aimeriez qu'on traite. Là-dessus, eh bien, passez à l'action et faites-moi signe.